240 pouces. Les questions qui viennent en général, c'est pour faire passer un message. Des débuts, alors aujourd'hui, on va faire un cours que je n'ai pas fait la semaine passée. J'étais absent, mais j'ai dit l'examen partiel. Bon, essentiel. Donc, le mode a eu un décès. Elle ne s'est pas présentée aujourd'hui. On va essayer de rattraper les cours. Donc aujourd'hui, on va voir l'insuffisance respiratoire chronique. Qu'est-ce que ça veut dire insuffisance respiratoire chronique? L'insuffisance rénale. Je mets insuffisance. Silence. Un peu silence. Insuffisance. Médicament incapacité. Sur l'allié des traitements. Traitement au sol. La blanque de feuille. Ça veut dire que l'organe n'assure pas sa fonction principale. Il est insuffisant. Il y a une maigriche. D'accord. Alors, la fonction principale du poumon, c'est quoi? Voilà, donc voici le plan. Alors, c'est l'hématose. C'est quoi l'hématose? C'est les échanges gazeux. Ça veut dire transport de l'oxygène de l'air dans les poumons et transport du gaz carbonique ou du CO2 de l'organisme vers l'extérieur. Donc ça, c'est la fonction principale du poumon. Donc, l'insuffisance respiratoire, c'est l'incapacité du système respiratoire à assurer cette fonction, qui est l'échange gazeux, les échanges gazeux. Alors, pour faire simple, le diagnostic de l'insuffisance respiratoire chronique nécessite obligatoirement le recours à la mesure des gaz du sang, donc la gazométrie. Donc c'est une définition qui est gazométrique. Pour la PaO2, la normale c'est combien? Vous connaissez? Plus de 80, voilà. La définition de l'insuffisance respiratoire c'est moins de 70 mm Hg en air ambiant et à 2 reprises. En général, pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, on exige 2 gazométries espacées de 15 jours d'intervalle. Donc si on fait aujourd'hui une gazométrie, on trouve une PaO2 diminuée, on refait après 15 jours pour éliminer un problème transitoire. Des fois, il y a des problèmes transitoires. Malade, il fait une infection, il a un problème respiratoire, on peut avoir une baisse de la PaO2. Voilà. Elle peut s'accompagner ou non d'une hypercapnie. Donc c'est pas tout le cas qu'on trouve une hypercapnie. C'est quoi l'hypercapnie? C'est la PaCO2 qui est élevée dans le sang. Voilà. Donc on peut avoir une IRC hypoxémique avec plus ou moins hypercapnie. Voilà. Et on parle d'IRC grave lorsque la PaO2 elle est inférieure à 60. Toujours au repos, on mesure la PaO2 au repos. Pour la physiopathie, elle est un petit peu compliquée, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on va expliquer les plus grands axes. Alors, je me suis basé sur le cours de Collège des enseignants. Quel est le cours à l'internet, Collège des enseignants. Je peux Collège des enseignants de pneumo, l'ENC. C'est spécialiste. Les cours complets, donc même les libraires aérolés et les cours complets. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est les anomalies du rapport ventilation sur la perfusion. Deuxième mécanisme, c'est les hypoventilations. Et troisième mécanisme, c'est les atteintes de la diffusion alvéolo-capillaire. Je vais commencer par les anomalies du rapport ventilation-perfusion. C'est quoi un rapport ventilation-perfusion? Donc le poumon, c'est la ventilation, et le système sanguin, c'est la perfusion. En principe, le rapport là est égal à 1. Ça veut dire quoi? La ventilation, pendant 1 minute, on va mobiliser à
peu près 6 litres d'air. 6 litres d'air. Au bout de 1 minute, 6 litres. Et la même quantité de sang, donc 6 litres de sang, est mobilisé en 1 minute. C'est pour ça qu'on parle d'un rapport qui est égal à ventilation, est égal à la perfusion. Donc le sang est oxygéné en totalité. Mais il y a plusieurs phénomènes qu'on va essayer de voir. D'abord, pour comprendre, il y a l'état normal. L'état normal. Donc vous avez des alvéoles. Il y a une membrane alvéolo-capillaire, ça veut dire quoi? Donc on contacte, les alvéoles ils sont en contact avec les vaisseaux. Voilà. Et à ce niveau-là, les échanges vont se passer. Donc c'est une membrane qui est fine et qui permet le passage du CO2 de l'organisme vers les alvéoles et l'inverse, l'oxygène qui passe des alvéoles vers le sang. Donc le sang qui provient, le sang artériel, donc c'est l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, elle contient un sang veineux, plutôt mal oxygéné. Donc quand il arrive au niveau des alvéoles, il sera oxygéné là. Et on aura un sang qui est bien oxygéné. On a 2 alvéoles pour comprendre les mécanismes physiopathes. Donc un sang mal oxygéné, départ du CO2 et entrée de l'oxygène, le sang sera bien oxygéné. Voilà. Mais au cours de l'insuffisance respiratoire, on a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet shunt. Je vais le shunt. En français, c'est un court-circuit. Un court-circuit. Au lieu d'aller par un chemin long, on prend le chemin de court. Donc ça s'appelle un effet shunt. On va voir c'est quoi le shunt. Le shunt vrai. Il y a le shunt vrai et l'effet shunt. Voilà. Donc l'effet shunt, on le voit surtout dans les pathologies des voies aériennes distinctes, c'est-à-dire comme la BPCO. On aura comme conséquence une hypoxie. Je vais expliquer directement sur ce schéma-là. Donc l'effet shunt c'est quoi? C'est des alvéoles. Il va comme les alvéoles. Alors c'est quoi le problème? Le problème il réside là, au niveau des branches. Donc la branche qui était là, au cours de la répétition, bientôt la répétition n'est pas encore. La répétition, donc c'est une obstruction. Bronchopneumopathie obstructive chronique, donc c'est une obstruction. Donc le diamètre est réduit. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une anomalie de la ventilation. Donc la ventilation est une axe. Alors le son. Donc là, c'est une réduction du diamètre. Ici, c'est une réduction du diamètre. Le diamètre quand normal, il est petit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc le sang qui arrive à cette alvéole-là, il est bien oxygéné. Mais le sang qui arrive ici, il est mal oxygéné. Donc on aura un sang qui est mal oxygéné, qui sera mélangé avec ça, et on aura une PaO2 qui est diminuée. Ça s'appelle un effet shunt. Donc on aura comme conséquence une hypoxémie. Donc les alvéoles sont rétrécies, l'oxygène n'arrive pas bien en quantité suffisante, et le malade va souffrir d'une hypoxie. Pour le traitement de cette forme, c'est quoi? On rajoute l'oxygène. Voilà. Donc pour cette forme, on rajoute l'oxygène. Donc si on augmente le débit de l'oxygène, il va passer au niveau des alvéoles. Deuxième mécanisme, c'est le shunt vrai. Donc ça c'était effet shunt. Le shunt vrai, comme on a dit, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part. Donc le son qui devait passer par les alvéoles va directement atteindre le système veineux. Et il sera mal oxygéné. C'est le cas des
des malformations artério-veineuses, ça s'appelle un shunt vrai anatomique. Ça veut dire quoi? Il y a des vaisseaux qui ne passent pas par le poumon, par les alvéoles, donc ils vont faire un shunt. C'est le cas des foraments ovales, donc avec les petits trous le cœur. Au lieu de le sang, le système du poumon, il va passer directement dans la grande circulation. Il est mal oxygéné. Et ça s'appelle les cardiopathies cyanogènes, donc maladie cyanosée en général. Alors c'est un shunt vrai, quand même le court-circuit. L'effet shunt, c'est la même chose, mais ça ressemble à ça. Parce que le sang n'est pas bien oxygéné vu l'obstruction des bronches. Le troisième mécanisme, c'est des shunts vrais mais fonctionnels. Donc anatomique, il y a un court-circuit anatomique. Fonctionnel, c'est le problème au niveau des alvéoles. Donc les alvéoles qui sont soit il y a un obstacle bronchique, c'est le cas des atélectasies. Donc atélectasie, c'est une fermeture totale d'un segment ou d'un lobe. Il est complètement obstrué. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de ventilation, mais la perfusion, elle est normale. Donc, et le cas des comblements alvéolaires, c'est le cas des OAP ou des pneumonies. En cours des pneumopathies, donc les espaces alvéolaires sont comblés par du liquide et de l'infection. Donc, l'air n'arrive pas. Donc ça, c'est le shunt vrai mais fonctionnel. Dans tous les cas, le résultat, c'est le même. Il y aura une hypoxie, mais dans le cas de l'effet shunt, donc les branches sont obstruées. Si on rajoute l'oxygène, c'est corrigé, mais quand c'est une atélectasie, même si on rajoute l'oxygène, il ne se passe rien. Donc c'est une hypoxémie réfractaire. C'est l'obstacle ou là le comblement. On les couleurs, la prochaine fois, donc ça, c'est les anomalies du rapport ventilation-perfusion. Deuxième mécanisme, c'est les hypoventilations alvéolaires. Hypoventilation, ça veut dire quoi? L'air n'arrive pas bien au niveau des alvéoles. Donc c'est une hypoventilation. Ils ne sont pas bien ventilés. La définition, c'est une hypercapnie en général. Hypoventilation, donc le CO2 n'est pas éliminé. Donc si on fait une bonne ventilation, donc le CO2 est éliminé. Si on ne ventile pas bien, en raison d'un problème. Il y a un problème. Comme c'est là, en fait. Oui. Donc si on ne ventile pas bien, si on a une anomalie au niveau de la paroi, là, on ne ventile pas bien, hypercapnie. Donc si CO2 n'est pas éliminé, ça donne une hypercapnie. Donc il y a les hypoventilations pures et il y a l'effet espace-mort. Donc l'hypoventilation pure, c'est quoi? Soit c'est une anomalie de la commande, donc le cerveau ne commande pas bien la ventilation. Vous savez très bien que la respiration, c'est un truc automatique, mais qui se passe au niveau du cerveau. Il y a des centres de la respiration. Donc soit c'est une intoxication par des médicaments, il y a des médicaments qui dépriment les centres respiratoires. Quand ils prennent des sédatifs, ils ne respirent pas bien. Avec la réanimation, il y a une respiration artificielle qui est sédatée, mais c'est une respiration artificielle. Soit c'est une anomalie de la pompe ventilatoire, ça veut dire la commande, les muscles et tout ça, la cage thoracique. Donc soit c'est une anomalie au niveau du diaphragme, où il y a des déformations avec les kyphoscolioses et tout ça, ça donne un problème au niveau de la pompe ventilatoire. Voilà. Dans ce cas-là, il existe une élévation de la PaCO2 avec une somme PaO2 qui est supérieure à 120. Les cas qui m'a la BPCO. La BPCO diminue parce que la PaO2 elle est très basse. Et le deuxième mécanisme, c'est l'effet espace-mort. Alors c'est quoi l'espace-mort? L'espace-mort, c'est les zones qui ne participent pas à la respiration, qui ont la trachée. La trachée, elle ne respire pas. Donc le volume de cet espace mort anatomique, il est connu, il est de 150 millilitres, qui m'a les hémoptisés. Donc il y a un espace mort de 150 millilitres. Même pas 150 millilitres. Si une hémoptysie est importante, qui dépasse 150 millilitres, elle peut entraîner une asphyxie. Et les malades, quand on a une hémoptysie qui dépasse 150 millilitres, d'éléments. Donc cet espace-là ne participe pas à la respiration, il s'appelle le volume courant. Donc, quand l'espace mort anatomique, c'est le trachée, l'espace mort alvéolaire.
En général, il est très faible chez le sujet sain. Mais l'espacement, l'effet espacement, c'est les ondes qui ne participent pas à la ventilation. Qui ne participent pas. Qui met les bulles d'emphysème. Là, c'est des ondes qui ne participent pas à la ventilation. Donc l'effet espacement, ça veut dire qu'il y a des espaces qui ne participent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, soit on a emphysème, bulle d'emphysème, qui ne participe pas aux échanges, ou là l'inverse. Il y a une embolie. Le vaisseau est obstrué par un embole. Donc quand le vaisseau, quand ce n'est pas perfusé, la zone halique, c'est une zone morte. C'est l'effet espace mort. Voilà. Et le troisième mécanisme, c'est l'atteinte de la diffusion alvéolo-capillaire. Vous avez la membrane alvéolo-capillaire. C'est une membrane qui permet le transfert des gaz oxygène et CO2 entre les alvéoles et la surface totale de cet espace alvéolaire, c'est l'équivalent d'un stade de tennis, 150 mètres carrés. Jusqu'à les poumons, c'est une zone fréquente qui assure les échanges, l'équivalent d'un stade de tennis. Donc, si la surface est atteinte par un problème X, ou non atteinte de l'intégrité, ça veut dire la membrane, qui est une des pathologies qui donne un épaississement. Donc, l'épaisseur elle est bien connue. Donc, s'il y a un épaississement, il y aura une altération des échanges. Voilà, donc il y a quelqu'un des maladies qui donne un problème au niveau de la membrane qui met les fibroses. Donc, si c'est le problème de la surface, qui met le cas de l'emphysème. Donc, l'emphysème, c'est des bulles comme ça qui ne respirent pas. Donc, ils vont diminuer la zone des échanges. On aura une hypoxie par la suite. Où le problème se situe au niveau des vaisseaux qui ont des problèmes vasculaires, surtout en cas d'HTAP. Les échanges ne se passent pas de manière adéquate. Ou c'est le problème de l'intégrité, c'est le cas des pneumopathies interstitielles diffuses, les PID, les pneumopathies interstitielles diffuses, ça donne un problème au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Voilà, alors pour les conséquences, vous avez un poumon qui n'arrive pas à oxygéner le sang. La conséquence directe, c'est la polyglobulie. Donc le corps, il va réagir par une production excessive d'hémoglobine. Le peu de globules rouges qui passent au niveau de la circulation, donc arrive à assurer. Donc si on fait le dosage de l'hémoglobine, il va augmenter chez ces patients-là. Avec un problème, donc production de l'érythropoïétine et tout ça, et ça entraîne, donc s'il y a une polyglobulie, donc il y a beaucoup de globules rouges dans le sang, ça entraîne une augmentation de la viscosité du sang, avec risque thromboembolique. Donc il y a les globules blancs, plutôt les globules rouges, le sang devient visqueux et on peut avoir des accidents thromboemboliques. Pour cette polyglobulie, avant on les traitait avec la saignée, ce qu'on appelle la saignée. La saignée, je m'en ai un petit abord comme ça, et on va diminuer la quantité de sang. Un malade, on lui enlève 300 à 400 cc de sang pour réduire le nombre de globules rouges circulants. Voilà, pour diminuer éventuellement le risque thromboembolique. Voilà. La deuxième conséquence, c'est la rétention hydrosodée. Donc, les malades vont développer des œdèmes des membres inférieurs surtout. C'est un problème avec l'ADH, l'antidiurétique hormone. Troisième problème, c'est les HTA, HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. On a l'hypoxie s'accompagne d'une vasoconstriction réflexe. On est élevé sur le trou. La conséquence, c'est l'augmentation de la pression, l'hypertension artérielle, vu l'augmentation des résistances suite à une hypoxie. Voilà. On la trouve assez souvent. On va la rechercher par une échocardiodoppler ou la mesure des pressions. Et il s'ensuit une dysfonction du ventricule droit, ensuite un cœur pulmonaire chronique, ce qu'on appelle le CPC. CPC avec des œdèmes, avec une hépatomégalie, avec une augmentation antiglomérular d'une turgescence et tout ça. La quatrième
complication, la quatrième conséquence, c'est l'insuffisance respiratoire aiguë. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez un malade qui a une fonction pulmonaire correcte. Il faut savoir que le poumon, il a beaucoup de réserves. Donc, on ne respire pas avec la totalité du poumon. On ne respire pas à 100%. Alors, le poumon, respirer une petite partie là, c'est pour les efforts. Donc, on est bien, je respire bien, et quand je fais des efforts, il y aura une ouverture des alvéoles, donc un recrutement. Le poumon calme. Alors, un malade en insuffisance respiratoire, il est déjà dans un niveau très bas. Donc, dès que le malade fasse un effort, là, s'il y a quelque chose, une infection, là, ça va démasquer cet état, et donc ça va donner une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, on a un fond d'insuffisance respiratoire chronique, et s'il y a quelque chose qui se rajoute, par exemple, vous prenez un sujet normal, s'il fait une pneumopathie, même qu'il a le poumon coule la moitié coule fait une pneumopathie, le malade il est bien, il sature bien, il n'y a pas d'hypoxie. Mais une insuffisance l'infection sur un poumon déjà en insuffisance respiratoire, ça va donner ça va donner une détresse, ça va donner une désaturation très importante et ça risque d'entraîner le pronostic vital. Voilà. Maintenant, pour les étiologies, il y a deux grands mécanismes. Soit c'est la physiopathe, soit c'est l'EFR, donc qui nous permet de classer les malades. En fonction du mécanisme physiopathe, soit c'est l'atteinte de l'échangeur pulmonaire, ça veut dire la trachéobronchite, qui m'a les BPCO, les fibroses et tout ça. Soit c'est une atteinte de la pompe ventilatoire, et la commande centrale, les muscles, les voies de conduction, les anomalies au-delà de la cage thoracique, qui m'a dit scoliose et tout ça. Ou là, le dernier mécanisme, c'est l'atteinte vasculaire. S'il y a une anomalie au niveau des vaisseaux, le cas de l'HTAP, on peut avoir une IRC. Donc pour l'atteinte de la pompe, soit c'est l'atteinte du tronc cérébral, la moelle, le nerf phrénique, les muscles. Le muscle principal, le diaphragme, il y a les muscles accessoires, le sternocleidomastoïde, les autres, les intercostaux. Tout ça, c'est des muscles accessoires. Ou là, c'est la paroi. Donc la paroi, le parenchyme, les voies aériennes supérieures. Donc s'il y a une atteinte d'une partie parmi toutes ces parties-là, on peut avoir une insuffisance respiratoire chronique. Alors selon le profil ventilatoire, on a les insuffisances respiratoires obstructives, qui sont les plus fréquentes, restrictives et mixtes. Alors pour l'obstruction, vous connaissez l'exemple type, c'est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique. Avec les gens qui fument beaucoup, à la longue ils auront une obstruction. Donc les bronches sont obstruées, le malade n'arrive pas à respirer, il respire difficilement avec des sifflements, il est au début de l'emphysème. Ça c'est le type obstructif. Alors l'obstruction, la définition, c'est une définition spirométrique. Pour parler d'obstruction, on fait une EFR. L'EFR, on demande aux patients de faire une respiration normale. Ensuite, on fait une inspiration profonde, puis expiration profonde pendant 6 secondes. Alors, pendant la première seconde de l'expiration, le volume expiré s'appelle le VMS. Volume expiré maximal lors de la première seconde. Donc, au cours de la première seconde, c'est le VMS. Et la totalité du volume expiré s'appelle la CVF, la capacité vitale forcée. Alors, je dis toujours le rapport VMS sur CVF. En principe, le VMS sur CVF, il est supérieur à 80. Ça veut dire quoi? Un malade, normalement, quand il fait une expiration, par exemple, il a un volume de 6 litres pour la capacité. Au cours de la première seconde, il doit être capable d'expirer au moins 80% du volume. Ça veut dire quoi? Le volume de la respiratoire. Déjà, pour la première seconde, il a déjà vidé 80% de son volume. Il y a un volume qu'on ne peut pas mobiliser, ce qui s'appelle le
volume résiduel. مهما تخرج الهواء يحبس تحاول شوية لداخل هذاك s'appelle le volume courant. On ne parle pas de ça. On parle des volumes mobilisables. يعني كي تخرج الهواء يعني خرجت كلش, ça s'appelle la CVF, la capacité vitale forcée. Il y a la CVL et la CVF. L quand c'est long, يعني خرج النقل. Le CVF c'est forcé. هكا. Là, je suis par exemple un sujet normal, non fumeur, je n'ai pas d'obstruction, je ne suis pas asthmatique. Donc je peux vider 80% de mon volume au bout de la première seconde. Alors quelqu'un qui a une obstruction, donc ça c'est un volume normal, obstrué, ça veut dire que c'est rétréci. Donc la première seconde, il ne va pas évacuer 80%. C'est l'explication de l'obstruction. Donc l'obstruction, c'est un diamètre réduit des bronches. Et BPCO, donc VMS sur CVF, moins de 70%. Pourquoi pas de problème lorsqu'on peut entrer dans le BPCO C'est seulement expiratoire. C'est un blocage expiratoire. Expiratoire. C'est par rapport à la force du diaphragme. Moi, je vais te dire. Mais l'expiration, c'est l'obstruction qui est prise. Bon. Vous laissez les questions à la fin. Donc, l'obstruction, mécanisme principal, la pathologie principale, c'est la BPCO. En Algérie, on n'a pas beaucoup on n'a pas de statistiques fiables. En France, on donne 200 000 insuffisances respiratoires chroniques. Qui dit insuffisance respiratoire chronique dit malade sous oxygène. Donc, malade d'une PAO de rapta. Le meilleur traitement, c'est l'oxygène. Donc, malade sous oxygène. On a des statistiques, quelqu'un il dit que 4 à 10% de la population dans une BPCO. Et les malades en insuffisance respiratoire, je ne sais pas maintenant les statistiques. Mais il dit que 4 à 10% de la BPCO de la population générale. Là, en Algérie, on a beaucoup de gens qui fument et beaucoup de gens qui arrêtent. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de BPCO. Donc, quand on a une insuffisance respiratoire chronique, il faut essayer de déterminer est-ce qu'elle est obstructive, restrictive ou mixte. Pourquoi par la suite, c'est pour le traitement. Donc, les malades, ils ont en général une obstruction et ils ont un emphysème. L'emphysème, pour moi, c'est un problème au niveau. Donc, les vaisseaux, c'est un effet espacement. Voilà. Le traitement, c'est l'oxygène. Vous avez l'obstruction, si on donne l'oxygène, ça se corrige. Deuxième mécanisme, c'est les insuffisances respiratoires chroniques restrictives. Alors la restriction, ça veut dire quoi la restriction? Alors pour vous expliquer la restriction, vous imaginez un poumon, un adulte tient le poumon d'un enfant. Ça veut dire quoi? Donc si je fais le FM, je trouve tout est diminué, mais le rapport ventilation sur VMS sur CVF est normal. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir 6 litres, comme on a de 4 litres, VMS au lieu de 3, donc tout est diminué, mais le rapport est normal. Le rapport VMS sur CVF, il exprime l'obstruction. Donc je ne trouve pas d'obstruction, mais tout est diminué. Par définition, la restriction, c'est une CPT. La CPT, il y a la capacité pulmonaire totale, inférieure à 80%. Les anciennes définitions, les nouvelles définitions, inférieures à la limite inférieure de la normale. Donc pour chaque sujet, une limite inférieure de la normale en fonction du poids et de la taille et tout ça. Mais tout le monde dit, CPT moins de 80%, la capacité pulmonaire totale est diminuée. Allez, c'est une restriction. Les cas les plus fréquents, on a les syndrome, obésité, hypoventilation, donc en détail, quelques lignes. Il y a les maladies neuromusculaires, les scoliose idiopathique, l'atteinte pleurale et les atteintes parenchymateuses pleurales. Alors pour le syndrome obésité hypoventilation, SOH. C'est des gens qui sont très obèses. IMC supérieur 30. Vous connaissez c'est quoi l'IMC? L'indice de masse corporelle. C'est pas sur la taille, donc la normale peut-être.
25. 25-30, c'est quoi? C'est un surpoids. 35, c'est Obésité stade 1, 2 et 3. Pour quel nombre des étudiants? c'est maigre. Pour quel 16? Dénutrition. Très bien. Donc, sujet obèse, et quand on fait la gazo, vous avez une PaCO2 supérieure à 45. Donc, c'est un malade qui a d'emblée une hypercapnie. Alors, les malades en général sont un problème au niveau du sommeil. Donc, quand ils s'endorment, il y a beaucoup de phénomènes. Alors, d'emblée, les patients qui sont obèses, ils ont une hyperproduction du CO2. Donc la production de CO2, elle est en rapport, elle augmente avec la masse graisseuse. Plus on a la masse graisseuse, plus on produit de CO2. Donc c'est des malades qui ne respirent pas bien. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a une pression de l'abdomen, donc pression de l'abdomen, donc ça va l'empêcher de respirer normalement. Si on ne respire pas normalement, on ne va pas évacuer le CO2. Deuxièmement, ils ont un problème au niveau de la commande. Parfois, c'est des malades qui ont des centres qui ne sont pas réactifs à la charge en CO2. Et ils ont un problème d'obstruction. Le syndrome d'apnée de sommeil. Donc, c'est des malades qui font des obstructions pendant le sommeil. L'apnée de sommeil, c'est quoi? C'est des malades quand ils dorment la nuit, ça s'appelle une apnée. Il y a les apnées, il y a les hypopnées. Donc, apnée, c'est un arrêt total de la respiration. Il y a plusieurs mécanismes, qu'un central, donc c'est les muscles qui vont se fermer. Vu l'obésité, ça va se fermer. Donc il fait un arrêt, là les hypopnées. Et dans tous les cas, la conséquence c'est la même, c'est l'hypercapnie. Voilà. Soit c'est un problème au niveau du diaphragme, le diaphragme ne respire pas bien vu l'obésité, vu l'influence du ventre qui est gonflé. Et parfois c'est une atelectasie des bases. L'obésité, elle donne des petites atelectasies au niveau des bases. Donc il y a plusieurs phénomènes. La conséquence, le résultat c'est le même. Il y a aussi les maladies neuromusculaires. Maladies neuromusculaires, c'est des malades qui ont un problème soit au niveau de la commande, c'est un traumatisme ou un AVC. Un AVC, s'il touche à la zone de la respiration, le malade aura des difficultés à respirer. Mais parfois c'est post-traumatique. Il y a traumatisme, tétraplégie, un malade qui ne bouge pas, même les muscles ne bougent pas, il y avait peut-être le diaphragme qui respire, mais à la longue ils vont développer une hypercapnie. Il y a aussi les maladies dégénératives de la colonne antérieure, la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Il y a les myopathies. Dans le plan neuro, les myopathies, il y a des gens qui ont un problème avec les muscles. Il y a une paralysie ascendante, paralysie les membres antérieurs, ça va atteindre la cage thoracique. Surtout la maladie du Duchenne. La conséquence, c'est une hypoventilation. Donc, c'est une hypoventilation. S'il y a une atteinte de la cage thoracique, le malade ne respire pas bien, c'est une hypoventilation. La conséquence, c'est l'hypercapnie. C'est le non éliminé. Donc, c'est l'hypercapnie avec hypoxie. Il y a aussi les syphoscolioses. Syphose, scoliose, je veux dire scoliose ou syphose, c'est dans le. Donc les syphoscolioses, c'est des malades qui ont un problème avec la paroi. Les muscles taham ou la cage thoracique, c'est pas comme un sujet normal. Donc c'est des malades qui, au bout de quelques années, vont développer une insuffisance respiratoire restrictive. Ça dépend des facteurs influençants, c'est surtout l'âge de début. La syphose, il y a des syphoses qui commencent à moins de 5 ans. Et la longueur de la déformation, quand les tibias déforment les classes, quand il y a une petite déformation. Donc si la déformation et l'angulation, l'angle important, la restriction importante, et la déformation située en haut. C'est un problème, parce que la commande nerveuse. Voilà. En général, vers l'âge de 40-50 ans, ils font des insuffisances respiratoires chroniques restrictives.
soit d'emblée, à la suite d'une infection, soit progressive. C'est des malades qui décèdent. Il y a aussi des atteintes pleurales. Ça veut dire quoi, atteinte pleurale? Ce qu'on appelle aussi des pachypleurites. Si une pleurésie tuberculeuse est mal prise en charge, on peut avoir ce qu'on appelle des pachypleurites, ça veut dire épaississement de la plèvre. Donc, le poumon, si on fait un épaississement, donc le poumon il sera rétréci. Donc, c'est un problème restrictif. Soit c'est des hémothorax qui mettent sur cette radio, le poumon à gauche. Il a un volume normal, mais là, il y a un truc calcifié. Il y a une très dense sur la radio, ça veut dire qu'elle est calcifiée. L'aspect en os de sèche. La sèche, c'est un poisson, c'est une calcification de la plèvre. Donc, quand elle est calcifiée, elle ne devient pas souple et elle va réduire le volume du poumon. Donc, elle va empêcher l'expansion du poumon. Maintenant, quand on prend en charge une pleurésie, à la fin d'une kinésithérapie, insiste, les corticoïdes, pour éviter, ça n'a pas qui pleurer. Donc, c'est un épaississement. Et le dernier problème, c'est les atteintes parenchymateuses. C'est les fibroses. Maladie d'une fibrose. Donc c'est un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire. Même si on fait de la femme, on garde toujours une restriction. Voilà. Les fibroses, il y a plusieurs types de fibroses. Il y a les fibroses secondaires à une maladie, il y a les fibroses idiopathiques. Des fois, j'ai mis des malades avec une fibrose, donc on fait toute l'enquête et on ne trouve pas d'étiologie. Ça s'appelle la FPI, la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a des causes connues, par exemple les malades qui font des maladies de système, une connectivité, la sclérodermie. Au bout de quelques années, il fait une atteinte pulmonaire qui va évoluer vers la fibrose. Donc fibrose, c'est un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire, pas de transfert. Les malades, ils sont, au départ, ils font une hypoxie à l'effort. Ensuite, ça va s'aggraver et ça peut donner une hypercapnie par la suite. Avec les fibroses. Donc, vous voyez bien, le poumon est transformé en petits kystes qui meurent. Les kystes qui ne participent pas à la respiration parce qu'il y a un épaississement. Je trouve l'épaississement de la membrane. Tout est épaissi. Maladie avec une radio comme ça, les aspects syndrome interstitiel, bilatéral. Quand on fait le scanner, on trouve ce qu'on appelle un rayon de miel. Rayon de miel. Vous imaginez un poumon comme ça, c'est juste au début. Par la suite, ça va s'étendre vers tout le poumon. Le poumon coule en rayon de miel. Malades qui sont en insuffisance respiratoire chronique, sous oxygène, sous corticoïdes, sous tout ça. Et dans certains cas, c'est mixte. Ça veut dire qu'il y a l'obstruction et la restriction. Qui m'a le cas de la DDV, la mucoviscidose et les pneumoconioses. Qui m'a dit c'est une pneumoconiose. La pneumoconiose, type silicose. Il y a des gens qui font les tailleurs de pierre. Je m'en dis les tailleurs de la pierre. Ils font le haja. C'est un malade qui est dit. Donc vous imaginez la silice qui rentre au niveau du poumon. Qu'est-ce qu'elle va faire la silice? Elle va se déposer au niveau de sa alvéole, ça va capter par les macrophages. Ensuite les macrophages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la transporter vers l'interstition. L'interstition où l'espace des nabinets les alvéoles. Donc des alvéoles, avec le vide des nabinets, moi je vais faire essayer de faire du sang, faire les échanges de couches. Donc, les macrophages, le rôle principal des macrophages, c'est détruire. Ça va être une bactérie, font la phagocytose, ils vont libérer les enzymes pour détruire la bactérie. Quand ils trouvent les grains de silice, ils vont faire la même chose. Ils vont l'englober, ils vont sécréter les enzymes pour détruire la silice, sauf que la silice ne va pas être détruite. Donc, avec les enzymes, ils vont détruire la membrane alvéolo-capillaire. Vous exigez un deuxième macrophage, il gagne avec la pierre, c'est la même chose. Donc c'est une succession. Et elle ne sera pas éliminée. Mais les conséquences,
c'est une destruction de la membrane alvéolo-capillaire. Je m'ai côté de la hajra, tout ça que l'oxygène par insuffisance respiratoire chronique. Alors pour le diagnostic en principe, c'est en fonction de la pathologie initiale. C'est une silicose qui marque même que le malade il a fait la taille de la pierre ou les conduits, donc un aspect avec un scanner et tout ça. Si c'est un BPCO, c'est un fumeur, c'est un patient âgé qui a fumé toute sa vie, sur le BFR, sur CDF, moins de 70%. Sur le scanner, on peut trouver des fois des lésions d'emphysème et tout ça. Mais en général, le diagnostic, c'est d'abord le diagnostic de la maladie associée. Ensuite, on fait le diagnostic de la insuffisance respiratoire. Et par exemple, vous prenez un BPCO, ce n'est pas tous les BPCO qui font de l'insuffisance respiratoire chronique. Si on connaît le malade, on fait le suivi au bout de quelques années. Si vous avez une dyspnée avec aggravation ou l'altération du problème, on pense à une insuffisance respiratoire sur BPCO. Voilà. Mais sinon, pour l'insuffisance respiratoire chronique, c'est surtout la dyspnée. Pourquoi la dyspnée? Parce que le poumon est arrivé à plat. On sur les réserves. Dès qu'il fait un effort et il c'est bon. La dyspnée, c'est une augmentation du travail du cœur, du poumon pour assurer les besoins de l'organisme. En général, quand il arrive à un stade où il ne peut pas bloquer la dyspnée, elle va le bloquer. Donc, alors pour la dyspnée, en général, on l'évalue avec l'échelle MMRC. On peut nous montrer nos bzaf, elle est la MMRC, Modified Medical Council Research. Donc c'est en 5 stades. Il y a le stade 0. Donc stade 0, c'est 2 étages. Puis tu as 2 étages, et il y a le deuxième étage, il n'y a pas de problème. Alors pour le stade 1, dyspnée à la marche rapide ou en pente. Pente, il y a quand il est normal, quand il est déjà, la dyspnée c'est une gêne. Un mot qui commence par dysphagie ou la dyspnée ou la 10, ça veut dire déus, ça veut dire difficulté. Il y a une gêne respiratoire. Ça le gêne. Donc stade 1 c'est la pente, stade 2 dyspnée en marchant sur terrain plat, mais en suivant quelqu'un de son âge, l'obligeant à s'arrêter. يعني واحد كيمشي مع نتاجو يمشي نورمالمون يمشي شويه ويحبس، c'est un stade 2. Stade 3 il s'arrête à son propre rythme، يعني يمشي وحده يزيد يحبس يتنفس شويه ويكمل. هذا stade 3. Stade 4 au repos. Stade 4 au repos يعني وحده غير قاعد وحده ولا au moindre effort زعما يرازي برك تحكموا الناس. Donc ça c'est le stade 4. Alors il y a d'autres symptômes qui orientent vers d'autres pathologies, par exemple pour les problèmes avec hypoventilation, donc c'est les problèmes du sommeil. Problème du sommeil, c'est les malades qui font un problème d'hypoventilation. Maintenant, il y a un sommeil non réparateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a passé toute la nuit à faire des apnées ou des problèmes de la respiration, il se réveille. Donc à chaque fois on fait une apnée, il y aura une augmentation une hypoxie avec une augmentation de la PaCO2. C'est elle qui va stimuler la respiration. Il va dire une commande. Il fait un réveil. Donc c'est un sommeil fragmenté. C'est des malades ils ont des réveils avec réveil multiple. C'est des céphalées. Somnolence dure, c'est les conséquences des problèmes de sommeil, troubles de la mémoire, syndrome anxio-dépressif, les accidents de la route, un malade, un chauffeur, des accidents. C'est les accidents de la route, il faut chercher un problème du sommeil, syndrome d'apnée de sommeil, surtout pour les gens obèses. Alors pour les signes physiques, c'est la cyanose. On a hypoxie, il n'y a pas de sang dans l'annexe, c'est l'hémoglobine réduite qui est augmentée. Donc la cyanose, c'est l'hémoglobine réduite supérieure à 5 grammes par décilitre. Et il faut chercher une insuffisance cardiaque droite. Les conséquences, c'est une insuffisance
turgescence des jugulaires, œdème, hépatomégalie, tout ça. Pour les examens complémentaires toujours, diagnostic c'est la gazo. La technique pour la gazométrie, donc on fait généralement une ponction de l'artère radiale. Une petite ponction avec une aiguille. En général le sang artériel il est rouge vif. Non, le sang veineux, les abords noir, rouge vif. Donc on fait d'abord le test d'analyse, donc on obstrue les deux artères. Ensuite, on libère une. Si ça recolore, c'est bien. Si ça ne recolore pas, on ne fait pas dans cette. Donc, gazométrie, il faut l'acheminer rapidement. La gazolèse rapidement, puis le gazomètre. Sinon, les gaz vont s'évaporer. Alors, le FR pour orienter obstructif ou la restrictif, la mixte. La radio, elle peut orienter vers une cause, silicose ou la pneumopathie ou un truc. Pleurésie ancienne. Sinon, c'est la TDM qui vous permet de mieux voir les lésions. La FMS, la lymphase polyglobuline, le CG cœur droit, l'échocardio pour confirmer l'HTAP. On fait le test de marche de 6 minutes pour voir le pronostic. Test de marche de 6 minutes, vous le malade de marcher pendant 6 minutes. On a normalement une distance. Si la distance est bonne, le pronostic est bon. Si la distance, le pronostic est mauvais. Alors, pour le traitement, toujours traitement de la cause, arrêt du tabagisme pour la BPCO, vaccination chaque 5 ans pour le pneumocoque, antigrippal chaque année, activité physique. On demande aux patients, surtout pour les BPCO, de faire une activité physique minimum. S'il ne bouge pas, il y aura une fente musculaire. Ça ne bouge pas et ça va se retentir sur le diaphragme. Donc, si le malade est en insuffisance respiratoire chronique, on doit lui demander de faire de la marche. C'est le minimum. Donc, on fait au minimum 2 heures de marche par semaine, ou là 30 minutes par jour. Voilà. Il y a ailleurs, ils font des établissements pour la réadaptation, la réhabilitation. Ils font des semaines, de 6 semaines, ils sont hospitalisés, ils font des exercices. Donc on cherche le minimum, c'est la marche. Voilà, je dois assurer une activité quotidienne. Alors sinon, c'est la kiné surtout pour les DDB, kinésithérapie de drainage, ou là pendant les exacerbations, malade qui a une insuffisance respiratoire, s'il fait une infection, donc l'infection va combler les bronches, donc ça va aggraver rapidement. On fait une kiné de drainage pour évacuer les sécrétions. Voilà. Sinon c'est l'oxygène. On a insuffisance respiratoire chronique, le poumon ne ramène pas l'oxygène, on doit compenser par de l'oxygène. Donc là, je fais l'oxygène et le Covid. Donc je ne vais pas trop m'étaler, mais juste dire les indications. Donc, l'avantage c'est améliorer le pronostic et éviter les complications. Dans les indications, PaO2, moins de 55 dans l'oxygène, on a à 2 reprises. Les biomotards après 15 jours, moins de 55, il faut donner l'oxygène. Sinon, entre 55 et 60, avec les conditions. Donc, polyglobuline, insuffisance ventriculaire droite ou la désaturation nocturne, donc moins de 88. Alors, idéalement, on donne l'oxygène 15 heures par 24 heures, ou même plus. Mais le malade, il va être vite, vous dites, on a quand même fait. Ok, donc le malade, il prend 15 heures minimum sous oxygène. L'objectif, c'est d'atteindre, donc, oui. Donc l'objectif c'est toujours avoir une PO2 plus de 60 ou là une SPO2 supérieure à 90. Alors pour les types d'oxygène vous avez plusieurs. Il y a des concentrateurs, concentrateur. C'est un petit appareil, il marche avec l'électricité. L'inconvénient c'est les pannes. Imaginez crever. Carbone les camarades. Quand on cherche l'oxygène, j'ai l'électricité. Ça a beaucoup de pannes. Donc l'inconvénient c'est les pannes. L'idéal c'est d'avoir un concentrateur avec une bouteille de réserve. Voilà. Il y a les bouteilles, quand les grandes, les petites, les moyennes.
L'inconvénient à les bouteilles, c'est qu'elles sont très, très lourdes. Maladie je connais les gibes à l'eau. À chaque fois, il faut la renouveler. Il y a deux bouteilles en minimum pour la recharger. Donc deux bouteilles en minimum. Sinon, l'oxygène liquide, on ne l'a pas encore. 1 litre d'oxygène liquide, la conservation fait une température très basse. Peut produire jusqu'à 860 litres de gaz. Il y a aussi la ventilation non invasive. C'est un système qui délivre une pression. La VNI, donc c'est une ventilation. Donc c'est un système qui produit une pression. Il faut l'oxygène avec pression. Donc même si les alvéoles sont fermés, ils vont s'ouvrir. L'objectif, c'est toujours pour corriger l'hypoxie. Qu'il y a deux types, qu'il y a une nasale ou qu'il y a une faciale. Donc, on donne les indications, je vais vous les détails. Donc, pour le pronostic, il est conditionné par la survenue d'insuffisance respiratoire aiguë. Comme les causes à rechercher. Qui dit insuffisance respiratoire aiguë sur fond d'insuffisance respiratoire chronique, il faut chercher en premier lieu l'infection. L'infection, elle va décompenser l'insuffisance respiratoire. C'est une cause importante de mortalité. Maladie qu'on baisse, une simple grippe, l'infection, les problèmes cardiaques, dysfonction gauche et l'embolie pulmonaire. Sinon, si ce n'est pas ça, il faut chercher surtout le pneumothorax ou la prise de médicaments sédatifs, benzodiazépines. Quand il y a des malades en insuffisance respiratoire chronique, on ne leur donne jamais les sédatifs. Donc il faut éviter les sédatifs. Sinon, c'est la chirurgie ou le traumatisme. Un malade qui est à l'état normal, s'il y a un traumatisme, déjà, sur insuffisance chronique, insuffisance respiratoire chronique, c'est encore plus grave. Et dans un tiers des cas, on ne trouve pas d'étiologie. Voilà, les critères d'insuffisance respiratoire grave. pH bas. Donc pH qui est au bas, ça veut dire que c'est une acidose. Quand on est en acidose, pour moi c'est grave. PaCO de plus de 45, c'est un signe de gravité. pH de moins de 60, c'est un signe de gravité ou élévation des lactates. C'est un petit long, c'est un peu long, mais تحتاجون les informations là تحتاجون la pratique تاعكم par la suite. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Elle se complique. Qui va les asthmatiques ou des cristalles? Vécu, ça dépend de la cause. C'est une infection. L'enfant musculaire, on a parlé avec les étiologies, l'infection générale, c'est un truc aigu. C'est pas chronique infection. C'est un truc chronique.